Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Voici le programme, notre grand débat autour de la réforme des retraites, l'un des dossiers les plus explosifs du quinquennat. Les partenaires sociaux étaient convoqués ce matin pour un bilan de mi-parcours avec celui qu'on surnomme Monsieur Retraite, Jean-Paul Delevoye. On a donc aujourd'hui quelques détails sur la réforme à venir. Ça devient plus concret, mais ça confirme nos craintes, disent certains syndicats. On verra pourquoi. Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Pierre Dumazeau à Benjamin Morel. Nous reviendrons sur l'épisode rocambolesque du remaniement. Emmanuel Macron revendique le droit de prendre son temps. Édouard Philippe dément toute dissension au sein du couple exécutif. S'il y avait cohérence, ça irait plus vite, dit-on à droite. Nous en discuterons avec nos spécialistes. Et puis l'actualité, c'est aussi la fin des auditions Benalla ce matin au Sénat. La commission d'enquête va maintenant écrire son rapport de synthèse. Ce ne sera pas dans une éternité, nous disent certains sénateurs. Justement, on posera la question à Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste, membre de cette commission d'enquête. D'abord le point sur ces auditions avec Quentin Calmet. Oubliez les dizaines de caméras et de photographes, comme lors de la venue d'Alexandre Benalla au Sénat. Pour cette toute dernière audition, le calme est de retour. C'est Sophie Hatt, ancienne patronne de la sécurité sous François Hollande, qui était convoquée. Et ce, afin d'apporter son expertise en matière de sécurité du président de la République. J'étais en charge de la sécurité rapprochée du président de la République. Le chef, puis la chef de cabinet est en charge de l'organisation des déplacements. Notre travail de collaboration a été extrêmement clair. Je ne me suis jamais chargée d'organiser les déplacements du président de la République. Il ou elle ne s'est jamais chargé d'organiser la sécurité rapprochée du président de la République. Elle n'aurait pas, ou il n'aurait pas accepté que je sois sur son domaine de compétence, et je n'aurais jamais accepté que quelqu'un prenne place sur le mien. Les attributions de chacun pendant le précédent quinquennat étaient donc très claires, à l'inverse de la situation décrite depuis le début de l'affaire Benalla. Il peut apparaître que M. Benalla était un organisateur de voyage. Il peut apparaître qu'il était un garde du corps ou quelqu'un qui assurait de fait une sécurité rapprochée, notamment dans les voyages, déplacements privés. Je vous dis cela parce que tout ce que j'ai dit ici est attesté par des déclarations publiques faites sous serment. Tout. Charge désormais aux sénateurs de recouper toutes ces déclarations pour leur rapport, attendu dans les prochaines semaines. Et on va aller plus loin dans l'entretien avec notre invité ce soir, Jean-Luc Fichet. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc sénateur socialiste du Finistère et membre de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. À l'issue de toutes ces auditions, quel bilan vous tirez? À quoi ont-elles servi? Vous ont-elles été utiles? Avez-vous appris des choses, et notamment ce matin? Écoutez, une commission d'enquête, c'est quelque chose d'extrêmement important, où les gens qui viennent sur convocation témoignent et répondent aux questions des sénateurs, qui sont des questions souvent pointues, parce qu'il y a eu un gros travail de fait en amont. Et on peut dire qu'effectivement, cette commission d'enquête-là nous a permis d'éclairer un certain nombre de choses concernant et le fonctionnement de la sécurité à proximité du président de la République, et puis les dysfonctionnements. La commission va se mettre au travail sur le plan rédactionnel maintenant. Vous allez rédiger ce rapport de synthèse. Ça ne prendra pas une éternité, nous dit Jean-Pierre Sueur. Ça veut dire quoi, pas une éternité? C'est-à-dire qu'il faut maintenant que les auditions étant terminées, il est important maintenant qu'on passe à la rédaction de ce rapport. Bon, la rédaction du rapport, elle s'appuie sur les auditions, mais aussi sur un ensemble de documents qui ont été demandés. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui si les services et le président de la commission d'enquête et de vice-président sont en possession de tous les documents qui ont été demandés. Il en manque encore, d'après vous? Voilà. Donc, bien évidemment, s'il manque des documents, c'est un petit peu embêtant pour la qualité du rapport. Donc, je ne doute pas qu'ils vont les avoir dans les jours ou les semaines qui viennent. Et à ce moment-là, la rédaction du rapport, avec le temps que cela nécessite, parce que ce sont des choses extrêmement sensibles. Alors, c'est-à-dire, parce que le public ne le sait pas forcément, ça se compte en semaines, en mois? À mon avis, écoutez, ça se compte en semaines, 2 ou 3 mois. Enfin, ça va Il faut que ça aille vite, selon vous? Moi, je pense qu'il faut clore cette affaire Benalla. Elle n'a que trop duré. L'intérêt du rapport, c'est de constater, mais aussi de proposer, de dire, ben voilà,
on observe quand même tous ces dysfonctionnements-là. Maintenant, et on vous propose de corriger tout cela en faisant des suggestions. Donc, c'est effectivement important que dans la foulée, le rapport soit rédigé et qu'il soit communiqué. Je voudrais vous faire écouter l'avis de Robert Badinter sur cette affaire. La semaine dernière, il était notre invité et il riait lorsqu'on lui demandait s'il voyait en l'affaire Benalla une affaire d'État. Écoutez ce qu'il répond. L'affaire Benalla, c'est l'affaire. Je le reconnais. Ce n'est que ça. Ce n'est pas une affaire d'État dans la mesure où les pouvoirs de l'État n'ont pas agi à l'encontre de leurs devoirs, de leurs limites. Mais il y a eu une commission d'enquête parlementaire, ici même au Sénat. Il y avait un événement. Vous illustrez là ce que j'appelle précisément le prurite ou la volonté d'exister, de paraître. Et puis, aux professionnels, pour des vrais professionnels, c'est une bonne occasion de mettre en cause le président de la République. Quand j'entends parler d'affaires d'État, je souris. Et je me dis, vous rappelez, c'était le mot admirable de M. Chirac. Psst. Vous riez en entendant ça. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre cela? Je crois que ce que dit Robert Badinter est exact. C'est une petite affaire. C'était une petite affaire. Et ça le serait resté si ça n'avait pas eu cette négligence ou cette arrogance dans la manière dont on a approché la question. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est en salarié de cabinet se met en situation d'être congédié, on le congédie. Et puis l'affaire est réglée, parce que des fautes, effectivement, on en commet dans les services. Et puis c'est réglé. On a dit, il a été suspendu pendant 15 jours, il ne devait pas avoir de salaire pendant ces temps de 15 jours, et puis ses missions devaient changer. Il apparaît quand même au cours des auditions qu'il a eu son salaire intégral, que la suspension s'est faite, et que ses missions n'ont pas véritablement changé. Et puis il y a eu cet étirement d'événements, de choses qui sont arrivées les unes après les autres, qui font que ce n'est pas une affaire d'État, mais c'est une affaire extrêmement encombrante, puisqu'elle a eu comme conséquence directe de reporter la réforme constitutionnelle. Les sénateurs ont été malmenés aussi pendant plusieurs semaines, où on les a accusés de vouloir monter un coup politique, de vouloir finalement, à travers Benalla, atteindre Emmanuel Macron. Comment vous voyez cela aujourd'hui, après quelques semaines de recul déjà? Alors, les sénateurs ont été malmenés, bien sûr, parce qu'ils se saisissaient d'une question et d'un sujet qui est le leur. Ils ont créé cette commission d'enquête-là. Mais je crois que le bénéfice est beaucoup plus grand que les inconvénients, puisque la presse, dans son ensemble, reconnaît le fait que c'est une commission d'enquête qui n'avait pas une dimension politique, mais beaucoup plus une dimension d'efficacité, d'exploration sur un dysfonctionnement. Et aujourd'hui, on reconnaît à travers ce travail-là toute l'importance du bicamérisme et l'importance du Sénat. Vous avez tout de même quelques regrets sur ce qui a pu être dit de la part de l'exécutif, avec des possibilités d'interférence dans le travail de la justice. Ça vous a gêné, cette séparation des pouvoirs, un peu malmenée là aussi? Alors, on a toujours un peu de regret quand on est malmené ou injustement critiqué. Je pense que ce qu'il fallait faire, c'est poursuivre et tenir, ce qu'a fait le président Bas. Et je crois que les auditions ont été conduites avec rigueur. Et pour ma part, je trouve que c'était nécessaire. À aucun moment, vous ne vous êtes dit peut-être on va trop loin, peut-être qu'on en fait trop, on aurait dû entendre Alexandre Benalla plus tôt pour clore l'affaire plus tôt? On peut toujours regretter de ne pas avoir fait dans ce domaine ci ou cela. Moi, je pense qu'au moment où on a écouté M. Benalla, c'était le moment où il fallait l'entendre. On était suffisamment en distance par rapport aux événements, et puis lui-même avait pu réfléchir sur ce qui s'était produit. On n'a absolument pas interféré sur la dimension judiciaire. On est resté bien dans le cadre de la commission d'enquête. Et puis M. Benalla s'est révélé à cette commission d'enquête-là d'une manière dont chacun interpréta l'importance des informations qu'il nous a données.
Merci beaucoup Jean-Luc Fichet d'être venu nous faire le bilan de cette commission d'enquête, de ces auditions qui se sont donc terminées ce matin au Sénat. Je rappelle que vous êtes sénateur socialiste du Finistère et membre de cette commission d'enquête. Merci beaucoup. C'est l'heure du match des idées. Il va opposer Pierre Dumazot à Benjamin Morel. On va revenir sur ce remaniement qui a agité là aussi toute la classe politique et médiatique en début de semaine et qui a donc encore été repoussé. Probablement au week-end prochain, mais on n'est plus sûr de rien. Faut-il y voir des hésitations ou une simple volonté de prendre son temps? On va essayer de répondre à cette question avec nos invités juste après ce sujet de Fabien Recker. Officiellement, il n'y a aucune raison de bousculer l'agenda. Ce matin, le Conseil des ministres a eu lieu comme prévu. Il y a un gouvernement au complet qui travaille. Le président de la République a également souligné qu'il assumait totalement de prendre le temps de faire ce fameux remaniement. Un remaniement qui bat des records de longévité 8 jours après la démission de Gérard Collomb. Selon l'Élysée, il s'agit de laisser le temps à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'examiner les candidatures. En réalité, le couple exécutif aurait essuyé plusieurs refus, notamment à gauche. L'Élysée confirme en tout cas que le remaniement sera d'ampleur et nie tout différent entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur la question. La droite sénatoriale dénonce quant à elle une grande fébrilité. Quand on a au sommet de l'État une grande cohérence, ça va très vite de faire un remaniement, parce qu'on a prévu d'ailleurs les cas où il y aurait peut-être des changements à faire. Mais là, le président est pris de surprise. Tous ces ministres d'État s'en vont les uns derrière les autres. C'est quand même une grande confusion et on voit bien, je le redis, que faute d'être le maître des horloges, il diffère le temps. Et ce, au moins jusqu'à samedi matin. Emmanuel Macron s'envole pour Yerevan et le sommet de la francophonie. Le nouveau gouvernement ne sera pas nommé avant son retour. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Pierre Dumazot, bonsoir, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion et auteur de ce livre La République en panne. Benjamin Morel, bonsoir à vous également et bienvenue, docteur en sciences politiques. Donc on a Emmanuel Macron qui nous dit on prend le temps, on rompt avec les équipes précédentes qui remaniaient en quelques heures, et puis on a Édouard Philippe qui dément toute dissension au sein du couple exécutif. Écoutez. Dans l'ensemble des domaines, le gouvernement qui est là agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Pierre Dumazot, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, circuler, il n'y a rien à voir, tout est normal. Exactement, 9 jours que la France n'a pas de ministre de l'Intérieur, mais tout va bien. Évidemment que la crise politique, elle naît d'une tension entre le Premier ministre pour vous, c'est certain, et l'Élysée, bien sûr. C'est entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron que ça se passe. Évidemment, c'est là où tout se joue. Et il y a un bras de fer depuis plusieurs jours pour imposer en tout cas plusieurs noms. Refus d'Emmanuel Macron qui veut composer son équipe sans Édouard Philippe, et Édouard Philippe qui se rend compte pour la première fois qu'il n'est non seulement pas d'accord avec le président, mais en plus qu'il va devoir l'affronter, chose qu'il n'avait jamais faite. Donc ça, c'est une des raisons, et moi j'en suis convaincu, qui fait qu'on est dans cette situation totalement, j'allais dire absurde, mais c'est lunaire. On a eu des questions au gouvernement sans ministre de l'Intérieur, 9 jours, c'est quand même assez surréaliste. Et avec des ministres qui potentiellement ne seront plus dans 3 jours. Exactement, et avec des ministres dont on ignore l'avenir, alors que ça fait quand même 3 semaines qu'on a 3 noms qui sont cités sur le départ. Donc tout ça crée une ambiance, j'étais cet après-midi à l'Assemblée, une ambiance assez surréaliste dans l'hémicycle. Le deuxième point, c'est qu'Emmanuel Macron, il n'y a plus personne au casting. Et c'est bien ça le problème. Pour remplacer Gérard Collomb, il n'y a plus personne. Tous les noms proposés se heurtent à des vrais arguments d'échec. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réserve macroniste. Et donc le chef de l'État n'est face qu'à des mauvais choix pour remplacer Gérard Collomb. Benjamin Morel, vous êtes d'accord? S'il y avait cohérence, ça irait plus vite. C'est ce qu'on dit à droite. S'il y avait cohérence, ça irait plus vite. Mais en effet, les raisons que vous invoquez, je les rejoins. C'est-à-dire que d'un côté, on a un gouvernement qui aujourd'hui est justement plutôt orienté à droite parce que les ministres de gauche sont partis en fait. Parce que Gérard Collomb, parce que Nicolas Hulot, parce que même le MoDem est affaibli avec le départ de François Bayrou. Tous ces gens-là qui pesaient, qui montraient toute la diversité du système macronien, sont partis. Ne reste que les ministres de droite qui tiennent plutôt la route, et Édouard Philippe veut plutôt un gouvernement de centre droit. Or, Emmanuel Macron souhaiterait plutôt un rééquilibre et surtout, il souhaiterait
des hommes en qui il a confiance, sur qui il peut s'appuyer. Or, le problème d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est qu'il n'a pas de parti, ou en tout cas son parti est très récent. Le parti La République En Marche n'a pas encore eu le temps de faire monter des ministrables, des gens qui, dans l'opinion, pèsent quelque chose, dont on a déjà pu tester la fiabilité. Et les quelques-uns qui l'accompagnent encore, eh bien, sont peut-être trop neufs pour pouvoir l'accompagner et réellement peser ou apparaître comme crédible en ministre de l'Intérieur. Mais l'hypothèse d'une division, d'une dissension entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, vous la soutenez aussi, vous y croyez ? Elle est aujourd'hui très très claire. C'est-à-dire qu'il y a deux options stratégiques. Il y a une option de centre-droit, avec un gouvernement qui serait réellement le gouvernement d'Édouard Philippe, et d'un côté, il y a une option... Et un peu jupéiste, avec l'ombre... Très jupéiste, évidemment. Et de l'autre, vous avez un gouvernement plus macronien, avec des gens sur qui peut s'appuyer Emmanuel Macron. Et le ministère de l'Intérieur, c'est pas un petit ministère, c'est le ministère qui contrôle les élections, c'est le ministère qui contrôle les renseignements. Et là-dessus, eh bien, on voit que même Emmanuel Macron est en train de perdre la main. L'information de Libération aujourd'hui qui montre que Christophe Castaner a mis sa démission dans la balance pour obtenir le ministère de l'Intérieur, montre qu'au fond, Emmanuel Macron n'est même plus réellement maître de ses troupes pour l'accès à ces ministères-là, et qu'aujourd'hui, eh bien, ce temps de latence, eh bien, c'est un temps qui montre le profond malaise de l'Élysée, et au-delà de ça, eh bien, de tous les gens qui entourent La République En Marche. Alors, vous avez parlé de ce poste de ministre de l'Intérieur. L'épisode est évidemment très commenté dans l'opposition. Pourquoi est-ce que ça semble si difficile de trouver un ministre de l'Intérieur ? Brice Hortefeux a son avis sur la question. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Le président de la République démontre ça en total isolement et sa solitude, puisque, d'après ce que vous m'indiquez, il est obligé de puiser en permanence au-delà de ses amis, tout simplement parce qu'ils sont très peu nombreux. Aussi. Peut-être parce qu'ils sont très peu nombreux. Et il fait finalement appel, vous l'avez évoqué d'ailleurs avec humour, mais c'est vrai, il fait appel sans doute à l'ancien monde, mais au rythme auquel vont les choses, l'ancien monde va bientôt devenir l'avenir. Pierre Dumazeau, vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle Emmanuel Macron serait très isolé, très seul finalement, et est en train peut-être de perdre la main sur les horloges et sur ses équipes ? Alors, qu'il ait perdu la main depuis l'affaire Benalla et depuis cette rentrée qui n'en finit pas en mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, ça, pour moi, c'est une certitude. Là, on a un chef de l'État qui n'est plus maître total de sa présidence, alors que pendant un an, il l'a été, et c'est vrai, on va lui reconnaître ça, qu'il a imprimé sa méthode et sa marque sur de nombreuses réformes. Là, ce n'est absolument plus le cas, il a perdu le fil. Deux options pour Emmanuel Macron, Brice Hortefeux l'a dit, et là, pareil, je ne vais pas lui donner tort, puiser dans l'ancien monde, parce que dans le nouveau monde, effectivement, le vivier n'est pas assez fourni et n'est pas surtout assez crédible. On parle d'un ministre de l'Intérieur, et c'est pour ça que Gérard Collomb est difficilement, et à mon sens, est irremplaçable. Parce que Gérard Collomb avait tout, il avait tout. Alors, on peut égrener les noms de ceux qui ont circulé, mais... tout se heurte, on parle de Frédéric Pechnard, on dit trop Sarkozy, Gérard Darmanin, trop jeune, trop sarkozyste aussi. C'est très compliqué. Donc là, effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron est en train de perdre sa partie sur Édouard Philippe, qui, lui, veut clairement un gouvernement, et ça a été dit, de centre-droit. Alors maintenant, Emmanuel Macron, soit il assume de mener une politique libérale de centre-droit, ce qu'il a toujours mené, mais sans le dire, soit il choisit de muscler sa partie gauche, et là, ça semble impossible. Alors, où Emmanuel Macron doit-il chercher les membres de son futur gouvernement ? Plutôt à gauche, plutôt au centre, plutôt à droite ? Pour Christian Estrosi, pas de doute, c'est à droite qu'il y a les plus expérimentés. Ce n'est pas surprenant. Écoutez, le maire LR de Nice, il était l'invité de France Inter ce matin. Nous sommes un certain nombre à avoir exercé des responsabilités gouvernementales, même si je ne suis candidat à aucune responsabilité gouvernementale, puisque je l'ai dit, depuis plus d'un an, je me consacrerai à 300% à ma ville. Mais il y en a d'autres qui ont fait le choix, puisqu'il y a l'interdiction du cumul entre fonction locale et mandat parlementaire, qui ont une expérience ancienne et qui ont fait le choix parlementaires qui les autorisent plus facilement à exercer des responsabilités gouvernementales. Ce vivier, on le trouve plus à droite qu'à gauche. On le trouve plus à droite que dans les ni droite ni gauche. C'est une réalité. Benjamin Morel, évidemment, il n'allait pas dire le contraire, mais
Est-ce que sur le fond, il a raison? Sur le fond, actuellement, il y a en effet plus de gens qui peuvent éventuellement rejoindre le gouvernement et qui sont des poids lourds de la politique, à droite qu'à gauche. Mais la problématique d'Emmanuel Macron, elle n'est pas seulement dans son rapport avec Édouard Philippe, elle est également dans le rapport avec sa majorité à l'Assemblée nationale, qui est assez composite. Et cette majorité, c'est là que le puzzle est un peu insoluble, en tout cas les fils sont assez insolubles, c'est que vous avez Emmanuel Macron qui tient sa majorité, vous avez un Édouard Philippe, et j'en suis d'accord avec vous, qui aujourd'hui tient une position gouvernementale forte, notamment parce que ces derniers mois lui ont plutôt donné raison contre Emmanuel Macron, mais qui n'a pas réellement de troupes dans la majorité. Il est plutôt populaire dans la majorité, mais ce n'est pas Michel Rocard, si vous voulez. Il n'arrive pas avec un courant structuré dans La République En Marche dont il n'est même pas adhérent. Donc on a un président qui contrôle sa majorité et un gouvernement qui navigue entre les deux. À côté de ça, vous avez une étude du Cevipof qui est parue il y a quelques jours, qui montre que l'électorat macroniste est extrêmement composite. Il n'est pas forcément de centre-droit. Avec même une sensibilité à gauche. Avec même plutôt une sensibilité à gauche et un électorat de centre-droit qui est en ce moment en train d'échapper à Emmanuel Macron. C'est celui qui s'échappe le plus du macronisme. C'est notamment cet électorat dont on parle beaucoup, les retraités, etc. Un électorat qui en veut à Emmanuel Macron pour ses réformes est en train de retrouver les chemins du centre-droit. Et ce centre-droit, du coup, n'a plus réellement intérêt à céder aux sirènes du macronisme parce qu'il retrouve un espace politique et que pour des gens comme les juppéistes, comme Jean-Pierre Raffarin, etc., il est plus aisé aujourd'hui d'essayer d'exister, même si c'est dangereux, entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, plutôt que de rejoindre un Emmanuel Macron qui est devenu assez impopulaire dans leur propre électorat. Et tout ça rend le remaniement, tout ça rend la reconfiguration de la politique, ou en tout cas de la façon dont la politique tente de s'incarner à travers le gouvernement, extrêmement compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il lui arrive en plus une fronde de la part de parlementaires à la sensibilité plutôt de gauche, qui trouvaient déjà que Gérard Collomb était trop à droite, Pierre Dumazeau. Oui, et tout en disant que le nouveau monde serait absolument différent de l'ancien, et que là où François Hollande, de l'ancien monde, qui n'a pas su faire une bonne présidence, avait des frondeurs, avec Emmanuel Macron, ça n'arrivera pas, tout le monde sera uni, etc. Or, effectivement, la majorité En Marche à l'Assemblée nationale est très composée de différentes sensibilités, et en tout cas, en off, ce que disent certains députés, c'est le ras-le-bol incroyable de cette situation. C'est-à-dire que c'est intenable, et face aux journalistes, quand on pose des questions, c'est injustifiable. Je veux dire, là, on a le pire du pire de ce qu'il aurait pu arriver à Emmanuel Macron. On a quand même Gérard Collomb qui a demandé, qui a réclamé par 2 fois à partir du ministère de l'Intérieur pour retourner à Lyon. C'est injustifiable, c'est surréaliste, et on n'a jamais vu ça. Et même François Hollande, en 1 an, en 17 mois de mandat, n'avait pas fait pire, n'avait pas fait aussi mal. Donc là, c'est injustifiable. Et on voit quoi? On voit que cette machine macronienne qui est en train de s'enrayer, on se rend compte qu'elle avait peu de colonne vertébrale idéologique. Si elle en avait eu une, le remaniement se serait fait en 24 heures. Point final. Sauf que là, jouer et miser sur ce ni droite ni gauche, à un moment donné, il faut faire un choix. Surtout quand c'est le ministère de l'Intérieur. Benjamin Morel, vous iriez jusque-là? Vous trouvez que... Oui, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de colonne vertébrale idéologique. Il y a de grands marqueurs idéologiques dans cet électorat-là. Vous avez l'Europe, vous avez une forme de libéralisme économique qui est assumée, et tout ça, ça fait une forme de cohésion qui a toujours été la cohésion du centre. Le problème, c'est que le centre, il est fondamentalement pluriel, et il s'organise naturellement depuis sa création en chapelle. Et donc, quand vous essayez de fédérer ce centre, qui plus est de façon relativement bonapartiste, ça peut marcher un temps, mais très rapidement, ça ne marche plus. Parce que vous avez les ambitions personnelles qui se réveillent, parce que vous avez les querelles de chapelle qui se réveillent. Quand vous faites ça en plus avec des gens qui sont relativement nouveaux en politique, qui vous doivent tout, qui vous doivent leur élection, mais qui en même temps ne vous doivent rien, parce qu'ils ont fait leur carrière ailleurs, soit au Parti Socialiste, soit dans le privé, et d'une certaine façon, vous les contrôlez mal, eh bien tout ça devient extrêmement compliqué. Et d'une certaine façon, cette situation, elle est extrêmement dommageable pour Emmanuel Macron, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une crise de ce qu'il avait réussi à incarner, notamment du point de vue d'un certain électorat, c'est-à-dire ce jupitérisme, cette capacité d'incarner à nouveau la fonction de chef de l'État. Et là, comme vous le disiez bien, ils se hollandisent. C'est-à-dire qu'on voit des ministres qui leur imposent leur démission. Ils se hollandisent. Ils se hollandisent, parce que quand Gérard Collomb dit « je m'en vais et c'est comme ça », quand Nicolas Hulot dit « je m'en vais et c'est comme ça », quand Christophe Castaner dit « si je ne suis pas nommé, je m'en vais », eh bien on voit qu'il y a une faiblesse de l'exécutif. Et par ailleurs, cette crise,
elle est d'autant plus dommageable que paradoxalement, elle cache plutôt des bonnes nouvelles pour Emmanuel Macron. La loi Pacte, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qui pour le coup est réellement dans l'ADN du macronisme, elle vient d'être votée, on n'en a pas parlé parce que remaniement, les chiffres de la croissance qui sont plutôt bons et Emmanuel Macron aujourd'hui a besoin de chiffres pour crédibiliser sa politique, on n'en parle pas parce que remaniement. Donc on voit que là, il y a énormément de problèmes qui s'accumulent et que les petits errements, la question de remaniement, avant les petites phrases juste après le plan pauvreté, eh bien, sont totalement en train de gâcher la politique de ce gouvernement. Alors même si ce remaniement n'interviendra que le week-end prochain, normalement, certains ont déjà quelques informations sur le futur casting et nous les donnent de manière subtile, plutôt par allusion. C'est le cas de Sacha Houlié, vice-président de l'Assemblée nationale, qui était l'invité de Public Sénat ce matin. Dans ce qui a fonctionné ces 15 premiers mois, il y a des enseignements à tirer. Et donc, beaucoup de ministres, et si j'en crois le communiqué de l'Élysée d'hier soir, sont confirmés à leur poste. Il s'avère que d'autres ont moins bien fonctionné, soit parce qu'ils sont arrivés au bout d'un processus, parce que des textes ont été adoptés. Je pense peut-être à la loi Elan qui rénove le logement, qui rénove l'aménagement du numérique dans notre pays, avec des équipements, des promesses qui sont traduites. Bon alors vous décryptez comme moi, là si je comprends bien c'est le départ de Jacques Mézard qui l'annonce ou qui le confirme puisque ça fait longtemps qu'on dit que c'est le ministre de la cohésion des territoires, c'est lui qui a porté la loi Elan. Non mais il y a 3 noms qui circulent depuis maintenant 2-3 semaines, Françoise Nyssen, Jacques Mézard et le dernier dont j'ai évidemment Stéphane Travert, l'agriculture. Voilà, ça c'est les noms des 3 ministres qui soit ont des affaires insistantes, soit qui ont des affaires, soit qui n'impriment pas assez dans l'opinion, enfin voilà, pour diverses raisons. Et c'est pour ça que le casting va être très très difficile. Je veux dire, même pour remplacer quelqu'un à la culture, on sait que Bruno Julliard a décliné l'agriculture, c'est très important, les territoires, c'est très important. C'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, de ne pas être dans cette France des territoires dont ses adversaires disent qu'il ignore. Donc ce remaniement, ça ne pouvait pas être un remplacement qu'on appelle poste par poste. On ne pouvait pas simplement changer le ministère de l'Intérieur. Ce qu'on appelle un remaniement technique. Exactement. Et là, il fallait... De toute façon, ce remaniement, il devait avoir lieu. Mais il devait avoir lieu soit un tout petit peu avant les élections européennes, soit un tout petit peu après, pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau souffle, après un an et demi de mandat, et avant les municipales. Parce qu'après les européennes, il y a les municipales. Là, ça intervient trop tôt. Tout est bancal, en fait, dans cette histoire. Tout est bancal. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron n'a pas voulu de ce timing. Ni Emmanuel Macron, ni l'ensemble d'ailleurs du gouvernement. Et c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Tout ça lui est imposé. Et c'est la première fois qu'on impose un timing politique à Emmanuel Macron, président de la République. Et là, quelque chose lui échappe. Benjamin Morel, je voudrais en revenir au cas de Jacques Mézard. Si toutefois c'est effectivement lui qui sortirait de ce ministère de la cohésion des territoires, là on est quand même à un point clé. Cette réconciliation avec les territoires, elle est a priori absolument indispensable pour la suite du quinquennat. Donc ça veut dire quoi ? Jacques Mézard n'a pas fait le job, il faut un grand ministère des territoires. Là aussi, c'est au-delà du ministère de l'Intérieur qui est un point important, il y a aussi ce point clé-là. Il y a ce point clé-là et là on voit à peu près ce qui pourrait peut-être se dessiner, c'est-à-dire un grand ministère des collectivités territoriales comme on a pu en connaître sous François Hollande, avec sans doute Jacqueline Gourault qui prendrait le manche de ce ministère. C'est pas tout à fait certain, mais en tout cas, c'est ce qui se dessinerait. Bon, est-ce que ça permettra de réconcilier le gouvernement avec les territoires ? Le problème du gouvernement et des territoires, il n'est pas un problème de compétences. C'est-à-dire que l'idée d'Emmanuel Macron de « on va déléguer de plus en plus de compétences avec le droit à la différenciation et comme ça les collectivités seront contentes », eh bien, c'est en fait ce que l'on fait depuis des années. On délègue des compétences, mais on ne délègue pas l'argent qui va avec les compétences. Et donc, forcément, les territoires grognent. Et ça, il est très très peu probable, dans le cadre des contrats entre l'État et les collectivités qu'a mis en place Emmanuel Macron, qu'il y ait plus de finances accordées aux collectivités territoriales et que donc on sorte de cette grogne qui certes est en partie instrumentalisée par Hervé Morin, par le centre droit contre Emmanuel Macron, mais qui a tout de même des fondements réels qui ne remontent pas à Emmanuel Macron, qui remontent bien avant et qui d'ailleurs sont généralisés au niveau européen. Il n'y a pas qu'en France qu'on fait ça. C'est une question en fait de budgétaire qui dépasse largement le problème français, mais qui aujourd'hui entraîne une grogne qui est une grogne assez légitime. Après, sur le fond de ce remaniement, il faut quand même admettre que sur l'ampleur du remaniement, eh bien, personne n'en sait réellement rien. Ouais. Quand vous voyez Richard Ferrand... Ça touchera plusieurs ministères, ça a été confirmé cet exactement, mais quelques heures, même pas, quelques minutes après que Richard Ferrand ait dit l'inverse. Donc on voit qu'aujourd'hui, les personnes qui apparaissent les plus informées, eh bien, en fait, ne savent pas grand-chose, et tout ce que l'on sait, eh bien, c'est ce qui est égrené par les communiqués de l'Élysée, qui elle-même, et je vous rejoins, eh bien, en fait, ne sait plus tout à fait comment faire avec tous les impératifs contradictoires qui s'imposent à elle.
Il devra frapper fort sur la question des territoires, sur cette question de la grogne des élus locaux qui monte, qui ne s'arrête pas. Frapper fort, je pense à un nom symbolique, une figure symbolique des territoires. Jacqueline Gourault, ça pourrait suffire ? Jacqueline Gourault, je ne sais pas si ça pourrait suffire, tant la colère dans les territoires quand même est ancrée depuis maintenant longtemps, j'allais dire un an, mais oui, depuis un an. Cette question des territoires est très compliquée parce que c'est ce qu'on reproche depuis le départ à Emmanuel Macron. C'est le candidat des villes, grandes villes, des villes moyennes, des endroits qui vont bien, mais tout en délaissant ces territoires. Donc je pense qu'il faut effectivement que le chef de l'État envoie des signaux forts et ne pas oublier qu'après l'élection européenne, il y a les élections municipales, qui est quand même une élection intermédiaire extrêmement importante, ne serait-ce que pour la vie d'un parti. Pour la vie du parti En Marche, c'est très important. Et cette élection intermédiaire, elle intervient un petit peu à mi-mandat. Donc, En Marche se doit de gagner des villes symboliques. Et si, effectivement, ce dialogue avec les territoires est totalement rompu, ce sera extrêmement difficile. Et là où on voit que c'est entre guillemets un peu mal parti, c'est quand on regarde l'interview de Richard Ferrand dans le JDD, il dit, eh bien grosso modo, bientôt le Parlement aura moins besoin de faire de loi parce qu'on va accorder plus de pouvoir aux régions et aux métropoles. Or, c'est pas ces territoires-là qui aujourd'hui sont dans une situation difficile, c'est les départements et les petites communes. Et on voit que d'une certaine façon, même quand les macroniens s'intéressent aux territoires, eh bien ils ont du mal à sortir de leur précaré, qui est leur précaré en fait sociologique. C'est là qu'en effet Emmanuel Macron a puisé ses électeurs et c'est là dont viennent la plupart aujourd'hui de ses députés et de ses adhérents. D'où peut-être ce divorce. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Place au grand débat dont on va plus loin. #OVPL pour réagir sur Twitter. Vous le savez, on va revenir sur l'un des dossiers les plus sensibles de ce quinquennat. Un autre, c'est la réforme des retraites. Il y a déjà eu 6 mois de consultation. Et ce matin, Jean-Paul Delevoye a fait un bilan d'étape avec les partenaires sociaux. Mais des craintes se font déjà entendre, notamment sur la question de l'âge de départ à la retraite. On fait le point avec Jordan Klein. Sur la forme, les partenaires sociaux saluent des dialogues constructifs. Sur le fond, la musique est bien différente. Ils sortent en ordre dispersé. Si l'âge légal minimum de départ à la retraite est bien maintenu à 62 ans, la pierre d'achoppement concerne la déconstruction des 42 régimes spécifiques pour n'en conserver qu'un seul et unique. Pour nous, c'est une réforme qui va détruire les 42 régimes existants. Et ça, nous n'y sommes pas favorables, puisque les 42 régimes, c'est des spécificités, notamment en matière de pénibilité, et c'est surtout adossé à des statuts, et notamment des statuts particuliers. La CFDT, elle est pour un régime universel. Et un régime universel, ça veut dire que lorsque je cotise, tout le monde acquiert le même droit. Ça ne veut pas dire un régime uniforme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par profession, par secteur professionnel, la capacité à créer des systèmes qui seraient complémentaires et qui seraient pris en charge par ces professions. Dans ce système, l'idée est que les actifs d'aujourd'hui financent les pensions des retraités, avec une tonalité. 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits pour chaque Français. Et la méthode de calcul sera la même pour tout le monde, salariés du privé, du public ou travailleurs indépendants. La fragilité de notre système actuel, c'est qu'il repose sur des catégories professionnelles. Nous souhaitons, au contraire, faire en sorte que nous embarquions tout le monde dans un chemin de convergence dont le cheminement sera adapté à l'acceptabilité sociale vers un système universel unique. Donc tous les régimes seront concernés. Pour l'instant, le calendrier de cette réforme reste encore assez flou. La loi devrait être présentée au 1er ou au 2e semestre 2019 pour un vote au Parlement durant la fin d'année. Une chose est sûre, les discussions avec les partenaires sociaux vont continuer. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, René-Paul Savary, bonsoir, sénateur LR de la Marne, rapporteur assurance vieillesse de la Commission des affaires sociales. Christian Bourreau, bonsoir, président de l'Union française des retraités. Mireille Weinberg, bonsoir, journaliste spécialiste de la protection sociale à l'Opinion. Et Christian Carrega, bonsoir à vous également, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Merci à tous les quatre. Mireille Weinberg, on a déjà pas mal de détails sur ce projet de réforme avec des changements importants, il me semble, un changement radical pour les fonctionnaires qui cotiseront comme les salariés du privé, changement aussi pour les femmes dont les pensions seront majorées dès le premier enfant, un régime adapté aux indépendants. Si vous deviez vous-même faire ce premier bilan d'étape, quel serait-il ? Là, je dirais que Jean-Paul Delevoye a essayé vraiment de rassurer tout le monde pour éviter que ça n'explose dans tous les sens, parce qu'on l'a dit, la réforme des retraites concerne absolument tout le monde, donc ça peut exploser un peu partout. Ça concerne aussi 42 régimes, donc 42 régimes, on l'a vu avec les pensions de réversion.
les détails comptent. Et chaque fois qu'on touche un paramètre, ça peut créer des complications. Donc là, vraiment, il a rassuré. On sait qu'il y aura donc un seul régime, un pour tous. Il a voulu stigmatiser personne, donc il n'a pas pointé du doigt ni les fonctionnaires, ni les régimes spéciaux, ce qu'on a l'habitude de faire. Il dit, je vous emmène tous dans un même régime pour que ce soit plus juste à l'avenir et pour que les jeunes générations aient confiance dans ce régime, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on ne peut plus avoir des régimes de retraite qui sont basés sur des professions. Pourquoi ? C'est tout bête, hein. Vous regardez les régimes spéciaux, la SNCF, etc., il y a de moins en moins de salariés. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de cotisants pour un nombre de plus en plus important de retraités. C'est pareil, vous regardez les agriculteurs, il y en avait, je ne sais plus, moi, 45% en 1960, 45% de la population en 1960 était agriculteur. Aujourd'hui, ils sont moins de 5%. Vous imaginez un régime de retraite comme ça? Donc il y a un problème démographique au niveau de l'ensemble des régimes, de la démographie en général, mais dans certains régimes encore plus. Et comme on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, comment sera le marché du travail dans 5-10 ans, comment sera l'économie dans 5-10 ans, Jean-Paul Delevoye dit, je fais un régime unique pour que tout le monde croit en ce régime, et ce régime, je le fais en point pour que je puisse le piloter en fonction justement de la démographie, de l'économie, de tout ce qui peut survenir sur le marché dont on n'a même pas idée. Peut-être l'intelligence artificielle qui va remplacer les salariés, on ne sait pas. Donc l'espérance de vie, tout ça. René-Paul Savary, vous partagez cette idée qu'il est dans une phase où il essaye de nous rassurer, il nous prend par la main, il fait de la pédagogie? Ah oui, tout à fait. Jean-Paul Delevoye est très habile, il connaît bien son sujet, il est bien entouré et il sait présenter les choses. Mais c'est vrai qu'on voit bien que, par exemple, l'histoire des réversions qui étaient évidemment non pas remises en cause, mais qui méritaient d'être unifiées, a tout de suite provoqué l'ire de certains. C'est un sujet particulièrement sensible. Mais véritablement, la concertation va vraiment commencer, en tout cas la négociation, parce que c'est dans les détails que se niche le diable. Et c'est là qu'il va falloir voir comment on va avancer. C'était presque facile jusqu'ici, en fait. Jusque-là, c'est facile, c'est l'architecture, on est d'accord. Il y avait le niveau des passes, c'est confirmé. 3 passes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de régime de retraite complémentaire, puisqu'on arrive jusqu'à des salaires de façon importante. Ce que je voudrais surtout dire, moi, c'est qu'on a une idée maintenant des cotisations. 28%, ça commence à se préciser pour le salaire, que ce soit du public, du privé. Les indépendants, ils sont qu'à 14%, et c'est pas illogique, puisqu'il n'y a pas de part payée par le patron, puisqu'ils n'ont pas, par définition, de patron. Donc il faudra trouver dans le parcours quand même une certaine harmonisation, sinon les retraites, voilà. Ensuite, il y a l'âge. Il est confirmé à 62 ans, l'âge légal. Alors ça, on va y venir. On va même y consacrer un chapitre entier. Je me permets de vous interrompre. Je voudrais juste déjà terminer ce tour de table. Allez-y, pardon. Allez-y. Non, mais sinon, je voulais dire, il y a l'âge, et puis ensuite, il y a le niveau des pensions, parce que c'est là-dessus qu'on équilibre un niveau. Donc, si on ne touche pas aux cotisations au jour d'aujourd'hui, si on ne touche pas à l'âge, ça veut dire derrière qu'on va toucher au niveau des pensions. En tout cas, il va falloir avoir là aussi des gages pour rassurer les personnes, bien entendu. Alors, vous l'avez compris, les retraites, c'est toujours un sujet extrêmement sensible. Les syndicats restent très vigilants, à l'image de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, intervenu ce matin sur CNews. Écoutez. Et nous, on redit très clairement que l'ambition, c'est pas une réforme paramétrique comme on faisait précédemment. C'est-à-dire, on touche à l'âge, on touche au niveau de pension, on touche aux cotisations. C'est une réforme qualitative, ce que l'on souhaite. C'est-à-dire une réforme qui soit juste, qui soit lisible, qui permette de conforter la répartition, qui permette de maintenir les droits acquis, c'est extrêmement important. Tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui doit être maintenu, qui permet aussi de ne pas toucher, de changer de système pour ceux qui sont proches de la retraite, et qui permet de mettre des solidarités dans le système. Alors moi, dans cet extrait, j'entends beaucoup les mots conforter, maintenir, acquis, ne pas toucher, garder. Christian Bourreau, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait presque ne toucher à rien, garder ce statu quo? Pas du tout. Nos organisations, nous sommes extrêmement favorables à cette orientation qui est prise par le président. Nous avons des points de désaccord avec le président sur la manière dont il gère le pouvoir d'achat des retraités, mais sur le sujet de la réforme des retraites, c'est un point sur lequel nous sommes entièrement d'accord. Et cela fait une dizaine d'années que de notre côté, nous préconisons que se mette en place un système de ce type. Donc, ce que j'ai entendu de M. Delevoye, il a confirmé le caractère universel, et monsieur le sénateur, vous disiez universel, unique ou... Universel, pas forcément unique. Pas forcément unique. Il peut y avoir... Vous avez été rassuré, en tout cas. Ce discours. Complètement rassuré sur le fond. Reste à voir maintenant de quelle manière les choses vont se passer. On a la chance, si vous voulez, d'être consulté par M. Delevoye pour donner nos avis, nos points de vue. Mais la manière dont les choses se présentent aujourd'hui, ça nous rassure beaucoup. Ce qui nous inquiète, c'est certains commentaires qui peuvent être faits, j'en ai entendu à la radio ce matin, d'un homme éminent, monsieur, comment il s'appelle, il était,
j'ai oublié son nom, qui disait c'est inutile, ça sert à rien, de toute façon on n'y arrivera pas, il y a des différences, c'est vrai, mais ça peut très bien rester comme ça, on n'a qu'à continuer comme ça aujourd'hui. Oui, il y en a qui défendent le statu quo. Hein. Absolument. C'est pour ça que je vous Ce n'est pas du tout notre cas, car le statu quo est quelque chose, enfin tout le monde le sait bien, qui nous pose des problèmes. Ça me pose des problèmes dans ma famille. Mes enfants me disent, des retraites, on n'aura rien. Toi, tu es bien servi, mais nous, on n'aura rien. Donc il s'agit de rassurer, et c'est un élément important, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles nos organisations, nous sommes très en pointe, enfin je le dirais, pas les seuls, mais très en pointe, pour défendre ce système qui est de nature, d'abord, à rassurer les jeunes, assurer nos enfants et nos petits-enfants. Christian Carrega. Pardon. Non, Christian Carrega, on va poursuivre ce tour de table, on ne vous a pas encore entendu. Nous sommes d'accord d'un point de vue économique, d'un point de vue démographique, le statu quo est impossible. Ce qui est clair, c'est qu'avec l'espérance de vie qui sera la nôtre, dans 20 ans, un homme va vivre 28 ans et une femme plus de 30 ans. À la retraite. À la retraite, à 60 ans. Donc c'est évidemment extrêmement important. Ce qui est bien dans la réforme, dans le projet, c'est que ça va rendre un peu d'équité, de lisibilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence sa carrière dans le privé, qui la termine dans le public, ou l'inverse, n'a pas le même niveau de retraite. Ce n'est pas tout à fait juste. Une femme aujourd'hui à la retraite, dans la fonction publique, elle touche 18% de retraite en moins que celle d'un homme. C'est pas juste. Et une femme par rapport qui est dans le public ou dans le privé n'a pas le même niveau de retraite à carrière équivalente. Ça, c'est injuste en fait. Et si on trouve quelque chose qui permet de rendre un peu justice, ça ne va que dans le bon sens, ça va rassurer tout le monde. Il y a un point qui concentre pas mal de crispations et on y vient donc à ce fameux chapitre, c'est l'âge de départ à la retraite. Je rappelle le discours officiel, ça reste 62 ans. Jean-Paul Delevoye l'a encore tweeté tout à l'heure, l'âge minimum de départ à la retraite restera à 62 ans conformément à l'engagement du président. Alors l'engagement du président, justement, c'était ça. Quand on annonce par exemple que je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Cela est fait depuis 20 ans, ce sont des mesures de changement paramétriques qui ne changent pas la philosophie du système, ni n'améliorent la confiance qu'ont les jeunes ou les moins jeunes en celui-ci. Tous les sondages le montrent. Je ne proposerai pas de changer l'indemnisation des retraités. On ne peut pas faire la réforme de notre système de retraite en réduisant le pouvoir d'achat de celles et ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Et donc, à cet égard, tous les paramètres actuels seront préservés. C'était donc le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne et malgré cela, le doute a subsisté. L'idée d'un âge de départ à 63 ans a circulé. Dans la majorité, on assure que c'est faux. Quand on annonce par exemple que la retraite à 62 ans ne sera accessible à taux plein que si vous la prenez à 63 ans, comment est-ce que vous croyez que les gens interprètent ce genre de choses? C'est pas le président de la République qui avait dit il faut arrêter d'emmerder les retraités? J'ai envie de dire fake news, parce que c'est encore une fois une annonce qui ne figure pas dans notre projet à ce stade. Mireille Weinberg, on a un petit peu de mal à y voir clair. Il y a une promesse qui est celle de ne pas toucher aux 62 ans. L'idée de 63 ans circule. D'où ça vient? Pourquoi ces crispations? Alors, en fait, on change de système de retraite, mais c'est toujours un régime par répartition. Un régime par répartition, il n'y a pas de miracle. Quand il n'est pas équilibré, il y a 3 leviers. L'âge de départ, augmenter les cotisations ou baisser les pensions. Ça reste vrai dans le nouveau régime aussi. Donc là, on nous dit, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit, on garde 62 ans. Ce qui est vrai, vous pourrez partir à 62 ans. La question n'est pas là. Tout le monde pourra partir à 62 ans. La question, c'est est-ce qu'à 62 ans, j'aurai mon taux plein? C'est cette fameuse question de l'âge pivot. À 62 ans, je peux partir, mais peut-être avec une décote ou avec une pénalité financière. Et peut-être que je n'ai que ma retraite à taux plein si je prolonge un peu à 63 ans. Dans un régime comme ça en point, il va falloir le piloter. Les taux de cotisation, tout le monde le dit, ils sont trop élevés, sauf certains syndicats qui voudraient que ça monte encore. Mais ça pénalise le travail en France, donc on ne peut pas encore augmenter les cotisations. Donc il reste 2 leviers. Soit on fait ça, c'est-à-dire on fait un âge pivot, et du coup ça oblige les gens à partir plus tard, soit on le fait avec un âge pivot ou un autre avec un bonus-malus, quelque chose comme ça, soit on baisse la valeur du point, donc les pensions. Donc c'est un peu le moyen de piloter, il n'y en a pas 50. Donc là, ce que nous a dit Delevoye ce matin, il nous a dit très clairement, l'âge de la retraite, l'âge légal reste à 62 ans, donc tout le monde pourra partir à 62 ans. La question c'est avec quel montant de retraite? Ça va se négocier après, c'est cette deuxième phase de négociation. On sait que le MEDEF voudrait un âge pivot, les syndicats ils sont férocement opposés. La CFDT dit non, ça c'est une ligne rouge. Donc on va voir comment ils négocient. Ils trouveront peut-être d'autres paramètres de pilotage. C'est pas forcément celui-là, mais de toute façon, faudra ou jouer ou sur les pensions ou sur l'âge.
Il n'y a pas René de Paul miracle. Savary, c'est là qu'on va rentrer dans le dur, en fait, dans cette phase-là. Oui, parce que le président de la République a dit « touche pas à l'âge » et dans un système effectivement par points à répartition, il n'y a pas besoin puisque vous pouvez partir effectivement à 62 ans et si vous n'avez pas une retraite décente, vous allez continuer. Il faut trouver des mesures incitatives au travail. Et effectivement, quand vous partez à 63, ma foi, vous n'avez plus une espérance de vie telle qu'elle a été, vous avez un an de moins. Donc vous versez des cotisations supplémentaires, vous aurez des dépenses en moins parce que vous ne touchez pas votre retraite, et le différentiel c'est 4-5%. Donc on peut valoriser le départ pour inciter les gens à partir plus tard, parce que c'est important. Mais par rapport au niveau de vie des retraités, on n'arrête pas d'y toucher, puisque dans la loi de finances, on voit bien, il n'y a pas de revalorisation aussi importante qu'elle devrait être en ce qui concerne les retraites. Ça c'est pour les retraités actuels. Et donc, il faut être attentif, c'est que quel que soit le système, il faut bien se mettre d'accord sur les règles, parce que il est important que nos retraités aient une pension décente. Certains y voient un piège. Je voudrais juste vous citer Philippe Martinez, leader de la CGT. Voilà ce qu'il a déclaré ce matin. On va vous dire, vous pouvez partir à 62 ans, mais si vous n'avez pas les moyens de vivre, vous allez continuer à travailler pour avoir plus de points. La finalité, c'est que vous allez partir à 65, 67 ans. Il y voit un piège. Il a raison d'y voir un piège. Alors, je ne crois pas que ce soit un piège. Je crois que quand on regarde le monde, Madame a évoqué les données, si vous voulez, de la démographie, il n'y a pas de secret. Et d'un autre côté, lorsque vous regardez autour de nous, les pays européens, les pays un peu plus lointains, eh bien, l'âge de la retraite a été repoussé, 65, 67 ans, etc., tout ça, et pratiquement sans exception. Alors, vous avez présenté là tout à l'heure le président quand il était en campagne et où il disait qu'il ne toucherait pas au pouvoir d'achat des retraités. Monsieur le sénateur vient de rappeler qu'il le fait allègrement pour le moment, non pas vous, monsieur le sénateur, mais notre président qui le fait. Toucher au pouvoir d'achat des retraités, il est en baisse. Les revalorisations qu'on appelle, en fait, c'est une amputation du pouvoir d'achat qui est programmée jusqu'en 2020 et puis peut-être au-delà. Donc, comme il a été relativement, comme il est habile, il a réussi à combiner, si vous voulez, sa promesse de campagne avec la réalité maintenant. Je pense que sur l'âge de départ, il trouvera probablement des manières, ça a été évoqué, de telle manière à ce que, alors on ne parlera pas à ce moment-là de pénalisation pour celui qui part à 62 ans, on dira simplement que celui qui part à 63 ans a une majoration, il aura plus. Donc on peut présenter les choses de manière plus positive que négative. De toute façon, quand on regarde, si vous voulez, cette histoire de démographie qui est vraiment fondamentale, souvenons-nous, c'est pas si vieux, il y a 1982, on a baissé l'âge de la retraite de 5 ans. Et depuis cet âge-là, l'espérance de vie a dû augmenter de 7 ans, 7-8 ans, un truc comme ça. Et depuis ce temps-là, ce qu'on fait, on est en train de courir pour essayer de rééquilibrer, etc. Le nombre de réformes qui ont eu lieu jusqu'à présent, il y en a eu pas comptable, mais à chaque fois, le ministre qui était en charge disait « ça y est, on a réglé le problème des retraites ». Et 2 ans après, il fallait remettre ça et recommencer une autre retraite. Donc je me réjouis de voir enfin une véritable réforme qui va au fond des choses, qui va éliminer pas mal de différences, d'inégalités, etc., tout ça, de jalousie, et surtout redonner confiance aux jeunes générations. Mes enfants, alors mes petits-enfants, pour le moment, ils ne sont pas trop inquiets. Christian Carrega, c'est vrai que c'est autour de cet âge de départ à la retraite, on a le sentiment que peut-être Emmanuel Macron voudrait être dans les clous sur le papier par rapport à sa promesse de campagne, mais que finalement, dans la réalité, ce sera bien plus 63, 64, 65. C'est déjà le cas aujourd'hui. En fait, la JACLACO a adopté une mesure en 2015 qui fait que j'ai intérêt à partir après 63 ans pour pas avoir de décote. Puis l'âge légal est à 62 ans, mais l'âge pour avoir les droits est à 65, 67 ans. Donc on sait déjà en fait, c'est déjà le cas en fait. Il faut être clair par rapport aux autres pays européens. C'est pas la peine de raconter d'histoire aux gens. Si on veut donner confiance, il faut être clair dans les règles. Il faut être transparent. Alors attention, il y aura quand même toujours à régler de façon paramétrique cette réforme. Ne serait-ce que le point de service. Quand vous liquidez votre pension, il sera annuellement revu en fonction d'un certain nombre de critères économiques, démographiques, également en fonction de l'espérance de vie. Dans le système par points, il y a automatiquement des réajustements, parce que même si le pilotage est relativement automatique, puisqu'il faut trouver l'équilibre, il n'empêche qu'il y aura des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences pour les personnes concernées. Donc il faut le dire, faut mettre tout ça dans la balance, parce que c'est à travers la transparence qu'on arrivera à ce qu'un maximum de personnes adhèrent à cette réforme, parce que c'est vraiment une réforme sociétale. Donc il ne faudra pas la rater. Alors Mireille Van Berg, soyons clairs avec les téléspectateurs qui nous regardent et qui sont tous des futurs retraités, on ira tous bien au-delà de 62 ans.
On pourra le faire en tout cas, on sera encouragé à le faire. Ça, oui, mais donc dans la réalité, pour garder un pouvoir d'achat. Non, parce que si imaginez que j'ai un mari qui gagne extrêmement bien sa vie et que j'ai vraiment envie de partir à la retraite parce qu'il est aussi, j'ai 62 ans, j'ai l'âge légal pour pouvoir le faire, j'aurai une retraite peut-être moins importante que si je partais après, mais si j'ai envie de le faire, je pourrais le faire. C'est une décision, c'est comme ça qu'on va nous le présenter. C'est pas la configuration la plus classique, disons. Non, bien sûr, mais si vous voulez, vous pourrez partir à 62 ans. Tout le monde pourra partir à 62 ans. La question, encore une fois, ça sera avec quel montant de retraite. J'ai combien de points dans ma besace? Mes points valent combien? Plus je travaille, plus j'ai de points. Donc évidemment, dans un régime par points, naturellement, on est encouragé à travailler plus longtemps, puisque plus on travaille, plus on a de points. Donc c'est cohérent. Donc si moi, à 62 ans, imaginez que je sois veuve maintenant, à 62 ans, je regarde, je me dis, oh là là, je ne vais pas avoir suffisamment pour vivre, je vais continuer un peu. Et puis, dans 20 ans, comment on sera à 65 ans? Regardez, dans tous les pays d'Europe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, la retraite moyenne en France, c'est à 60, quelque chose. En Europe, c'est à 64, quelque chose. On aura peut-être envie de continuer à travailler après 62 ans. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mais effectivement, on pourra prendre sa retraite à 62 ans, ça c'est sûr. Alors, comment expliquer les craintes des syndicats, Christian Carrega? Alors, je ne sais pas quelles sont les craintes des syndicats, et puis je suis pas habilité pour en parler. Ce qui est certain, c'est que faut pas opposer cette mécanique des points, qui n'est jamais qu'une mécanique, avec ce qu'on a aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, si je travaille plus longtemps, j'ai une meilleure retraite. C'est bête comme chose. Déjà des points. Un salarié aujourd'hui, il a le régime de base qui est en annuité, donc pas en points. Et il a le régime Agirc-Arrco, c'est ce que dit monsieur, qui est déjà en points. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à ce régime-là. Et ce régime-là, justement, à partir de 2019, il met en place un malus où on va être encouragé à travailler plus longtemps. Donc c'est déjà le cas dans le régime, je le rappelle, Agirc-Arrco, qui est géré par les syndicats. Donc ce sont les syndicats et le MEDEF qui ont décidé de ça. Alors cette réforme s'inscrit, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, s'inscrit dans un contexte très particulier. Ça fait 1 an que les retraités se sentent malmenés par le chef de l'État. Hier encore, ils participaient à des manifestations contre la politique du gouvernement, un peu dans tout le pays, et ils exprimaient leur colère. Écoutez. Tout simplement, quand on a commencé de travailler, on a dit c'est pour payer la retraite des vieux. Après, on nous a dit, il y a la vignette pour les vieux. Après, on nous a dit, il faut donner une journée pour les vieux. Et maintenant, avec M. Macron, on est pris pour des cons, il nous prend sur notre retraite. Christian Bourreau, on va prolonger avec vous. C'est vrai qu'il y a une méfiance qui s'est installée de la part des retraités vis-à-vis d'Emmanuel Macron et qui peut-être ne vont pas tout à fait l'accompagner dans ces réformes à cause de ce qui s'est passé cette dernière année. Je vais vous dire, je trouve qu'il est un peu dommage que notre président ait eu cette politique concernant le pouvoir d'achat des retraités dans un contexte où il s'apprêtait à annoncer une réforme des retraites. Je trouve que la rencontre entre les deux est tout à fait fâcheuse. J'ai eu l'occasion de connaître un peu la réaction des retraités sur la politique suivie par le gouvernement en matière de pouvoir d'achat. J'ai reçu énormément de messages, par toutes sortes de choses, j'en ai vu. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 choses qui ne passent pas sur cette histoire. La baisse du pouvoir d'achat, elle est évidente, tout le monde le sait, c'est clair. Et on lui parle à chaque déplacement. Mais au-delà de ça, il y a cette espèce de non-reconnaissance de ce qu'a pu être la vie et le travail des retraités. Il y en a un qui l'a dit, il l'a dit très bien. J'ai travaillé tant de temps que ça, etc., tout ça. Et maintenant, c'est un peu comme si on me reprochait cette retraite que j'ai obtenue. Alors, j'ai cotisé pour mes parents, bien entendu. J'ai acquis des droits, et maintenant, on sert les droits. Alors, bien sûr, les droits acquis il y a 30 ans, il ne faut pas les exercer de la même manière, dans des circonstances, si vous voulez, différentes. Mais il y a vraiment ce sentiment, en plus, si vous voulez, de l'amputation sur le pouvoir d'achat, d'espèce de... Le terme de mépris est excessif. Mais, si vous voulez, quand on dit que un retraité qui gagne 1 200 € par mois est aisé, non, ça passe pas, quoi. René-Paul Savary, c'est vrai qu'il y a eu un discours assez maladroit, et donc là, on entame une réforme où il va pas falloir non plus louper le coche, d'où l'habileté de Jean-Paul Delevoye. Vous disiez, il rassure. Est-ce que ça peut fonctionner? Il y a besoin de rassurer, effectivement. Alors, cette histoire de pouvoir d'achat concerne les retraités actuels. Oui. Là, on parle d'une réforme pour les retraités
futur, pour essayer de bien discerner. Il n'empêche qu'avec des signes comme ça, c'est tout à fait contradictoire quand on veut donner confiance. C'est d'ailleurs ce que je viens de souligner à Madame le ministre, puisque nous étions en audition avec, et à Monsieur Darmanin, parce que véritablement, ça va à l'encontre de la prise de conscience de l'intérêt de la réforme. Donc il va falloir rassurer. On peut faire confiance à Jean-Paul Delevoye, mais on va taper dans le dur maintenant. Je dis, la négociation va commencer. Et celui qui tranchera, quelle va être la phase de transition? Quels vont être ceux qui sont concernés? Va-t-il y avoir deux systèmes, l'ancien système, le nouveau système, qui vont coexister? On le sait, ça. C'est pas tout à fait clair. Les réserves, que va-t-on faire des réserves? Je rappelle qu'il y a une centaine de milliards, un peu plus, mais peu importe, une centaine de milliards de réserves de certains régimes qui s'approprient leurs réserves parce que c'était des décisions qui ont été prises par ces régimes. Comment vont être prises en compte dans le régime unifié, universel? Et puis, je le répète, mais quand vous êtes à 3 plafonds de sécurité sociale en ce qui concerne les cotisations, c'est une réforme, et c'est marqué sur le document, pour le régime de base et le régime complémentaire. Donc, visiblement, dans le temps de la transition, donc il y a du temps quand même, ça va mettre un certain nombre d'années, il y a progressivement une disparition des régimes complémentaires qui n'ont pas lieu d'être, si ce n'est au-dessus de 3 plafonds de sécurité sociale, 10 000 € par mois, ça ne concerne plus que quelques centaines de milliers de personnes. Christian Carrega. Non, je disais que c'est aujourd'hui déjà la situation qui est celle-là, c'est d'avoir besoin d'avoir une retraite complémentaire, un supplémentaire, si on veut gagner les 3-4 points qui manquent par rapport au taux de remplacement qu'on a aujourd'hui sur le sujet. Après, sur l'histoire des revenus à la retraite, oublions pas quand même que la génération aujourd'hui qui est la plus en difficulté, c'est celle des jeunes. C'est compliqué pour mes parents, moi, d'avoir la CSG qui baisse, mais c'est aussi compliqué pour mes enfants de financer leurs études. Et on oublie un peu que le système des retraites de 45 a permis d'éradiquer la pauvreté chez les retraités. Alors, je ne dis pas que... elle n'existe plus. C'est moins le cas quand même. Aujourd'hui, la partie des gens qui sont les plus pauvres, c'est dans la jeunesse en fait. Et je pense qu'il était assez... Alors c'est sûrement mal expliqué, maladroit, mais ça paraît normal en fait qu'on essaie de réajuster les choses dans ce sens-là. Moi, je ne trouve pas ça illogique. Et c'est tout le discours d'Emmanuel Macron depuis des mois, c'est cohérent. Économiquement, si on ne prend pas les cas particuliers, parce qu'il y a des cas particuliers qui sont évidemment effroyables, mais quand vous regardez les grosses masses, les statistiques, les retraités, alors c'est ceux qui effectivement sont à moins de 1 200 € peuvent pas entendre ce discours, mais enfin économiquement, les retraités ont un revenu moyen qui est plus important que celui de l'ensemble de la population. Ça va se normaliser. Je pense que vous parlez du niveau de vie et non pas du revenu. Du revenu moyen, c'est le revenu moyen. Non, le revenu moyen selon le moyen, c'est pas vrai. C'est 3 à 5% de plus que l'ensemble de la population. Je ne sais pas si on parle de la même chose. À mon avis, vous parlez du niveau de vie. Je connais la statistique. On dit effectivement, si on compare le niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie de l'ensemble de la population, on arrive effectivement à ce que vous indiquez, un pourcentage au bénéfice des retraités qui est de l'ordre de quelques points. Ça c'est vrai, ça c'est exact. Mais ce que je dis moi, c'est que si on compare, si vous voulez, et là il s'agit bien de niveau de vie et non pas de revenu, ce qui est une notion complètement différente. Mais ce que je dis également, c'est que si on fait une comparaison entre le niveau de vie des retraités et le niveau de vie des actifs, à ce moment-là, on tombe à une situation inverse. Et le niveau de vie des actifs est... On vérifiera, chère madame, on le vérifiera. Oui, le niveau de vie des actifs est plus élevé que celui des retraités, ce qui ne me choque pas et ce qui me paraît normal. Et donc c'est toute la difficulté quand on utilise des statistiques de savoir de quoi on parle. On parle de revenus ou on parle de niveau de vie. On parle de l'ensemble de la population ou on parle des actifs. C'est extrêmement compliqué. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, Mireille Van Berg. Vous disiez économiquement ça tient la route. Je voudrais savoir sur quoi ça ne tient pas la route. Est-ce que vous faisiez allusion au côté moral, au caractère moral ? Parce que vous voyez, une statistique c'est une moyenne. Donc quand on est dans la fourchette basse, on peut pas dire, c'est pas un discours qui est soutenable pour un retraité qui a des faibles revenus. Il va pas comprendre. Mais d'un autre côté, c'est ce que disait monsieur, les générations actuelles, elles ont un marché du travail qui est compliqué. Elles n'ont plus la sécurité de l'emploi, elles ont un marché de travail haché. Mais c'est dommage de devoir les opposer les uns aux autres. Non, mais c'est pas la question. Mais on peut pas leur demander à eux de financer systématiquement la retraite. C'est un régime par répartition, donc il faut bien faire des efforts des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça ne me choque pas. Il y a des situations
effectivement regrettable pour des retraités pauvres. Mais je ne trouve pas ça choquant pour ma part. Et pourtant, ça coince. C'est le sujet sur lequel Emmanuel Macron est interpellé à chaque déplacement. Bien sûr, c'est logique, puisqu'il y a eu aussi un problème d'interprétation des différentes mesures. Un coup, on leur promet de baisser la taxe d'habitation. Un coup, on leur augmente la CSG. Après, on ne leur revalorise pas leur retraite. Après, c'est sur l'allocation logement. Moralité, il y a 79% de perdants et 21% de gagnants. Forcément, il y a des mécontents. En quelques secondes. Quelques secondes. Ce qui nous choque, c'est que cette histoire de CSG que vous évoquez, dès le départ, on a annoncé que la CSG ne concernait pas les actifs. Ils n'étaient pas pénalisés, puisqu'aussi bien il y avait la suppression, etc., de cotisations. Il en a été de même pour les fonctionnaires et pour les indépendants. On leur a dit, on va vous compter. Seuls les retraités. Monsieur Bourreau. Pardon ? Quelques secondes. Eh bien voilà, réinvitez-moi et je vous dirai là. Avec plaisir. C'était déjà le cas, on vous réinvitera. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h30 sur Public Sénat. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez au cœur du débat. Merci.